Donc, n'oubliez pas, juste un petit rappel des règles, le webinaire est enregistré, mais votre anonymat est préservé à tout moment. Le docteur Garcia va d'abord faire une présentation sur la fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes. Pendant sa présentation, je vous invite à écrire toutes vos questions dans le chat en bas, parce qu'on prendra un petit temps à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Donc surtout, profitez-en d'avoir le docteur Garcia avec nous aujourd'hui ce soir pour poser toutes les questions que vous avez sur la fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes et peut-être autres sujets. L'enregistrement sera disponible dès demain sur la plateforme. Et donc, on va commencer par la présentation. Donc, je vais vous partager l'écran de la présentation et je vais éteindre mon micro et ma caméra. Je vous laisse avec le docteur Garcia et je vous rejoins à la fin pour les questions. Merci. C'est à vous. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, je me présente. Je suis la doctoresse Laura. Je travaille en PMA, ça fait déjà 12 ans. Et je travaille à la clinique Tambray. C'est une clinique avec une longue expérience de plus de 45 ans qui a été créée par le professeur Caballero. Notre fondateur, c'est un pionnier en PMA en Espagne. Et ça fait déjà 6 ans qu'il est retiré et j'ai commencé la direction médicale de la clinique. Donc, je m'occupe de patients, surtout donc d'origine française, mais aussi je travaille pour la qualité et les protocoles le mieux possible pour tous les traitements. Alors aujourd'hui, on va parler donc du sujet de fragmentation de l'ADN de spermatozoïdes, mais en général, ce qu'on veut, c'est un peu approfondir sur les possibles arguments du facteur masculin, sur des possibles cas d'échec implantatoire, fausse couche à répétition, parce qu'on parlait ce matin avec Stéphanie que c'est pas évident. Les experts ont fait pas mal d'attention sur l'âge, sur la réserve ovarienne, la qualité des ovules, mais par contre, il y a donc pas mal de gynécologues, des médecins qui ne font pas attention à l'étude de le sperme. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? En général, du facteur masculin, le diagnostic de base de l'analyse de facteur masculin, les analyses complémentaires du sperme, et les conclusions pour avoir à la maison. Donc, si jamais vous arrivez chez nous pour une possible première visite à la clinique Tambray, on va voir premièrement un rendez-vous avec une de nos spécialistes en gynécologie. On aura donc l'anamnèse complète et on va donc faire toutes les études diagnostiques nécessaires. Et aussi, si nécessaire, on aura l'opportunité de faire un rendez-vous avec notre urologue, si jamais c'est le cas du facteur masculin complet. À la clinique Tambray, nous avons 2 laboratoires, c'est le laboratoire d'andrologie et le laboratoire de fécondation in vitro. Nous avons une équipe multidisciplinaire et donc nous avons beaucoup de biologistes, pas mal de gynécologues, médecins généraux, immunologues, psychologues, pour faire toujours le mieux et un traitement 360 de votre cas. Et toujours, on va avoir une communication constante, humaine avec vous pour pouvoir vous accompagner dans ces projets d'avoir un enfant. Alors, les diagnostics de base de l'analyse donc du sperme, du facteur masculin, c'est en général le plus important, faire un spermogramme. Le spermogramme, a priori, se fait avec une abstinence sexuelle de 3 jours en général. Normalement, on conseille de faire donc la recueil chez nous, dans notre salle de recueil.
Mais si jamais il y a un souci, il y a donc un stress, donc souci psychologique, soit que ce soit, vous pouvez le faire à l'hôtel et venir avec le flacon que bien sûr on va vous donner avant pour nous donner l'échantillon et faire l'étude le plus rapidement possible parce qu'il va avoir un impact entre le temps de la recueil et les moments à étudier les spermogrammes. Nous avons aussi l'option de faire l'étude de Comet Fertility, c'est une étude de fragmentation. Et dans cette test-là, ce qu'on va faire, c'est étudier à la tête de vos spermatozoïdes la qualité du bande de l'ADN et voir si donc c'est bien intègre. Aussi, par contre, il y a des interruptions, il y a donc de fragmentation sur les bandes de l'ADN, soit la bande simple ou la bande double. On peut aussi faire quelques autres tests complémentaires que c'est pas tellement fréquent comme le chromosperme pour voir donc la charge chromosomique de vos spermatozoïdes. Et en fonction de tout ça, on va décider si finalement on doit utiliser les iMod, le Fertile Chip. C'est donc un filtre, une caméra microfluide qui va donc sélectionner par rapport à les mouvements de vos spermatozoïdes, celles-ci qui sont avec la fragmentation plus bas. Si jamais nécessaire, bien sûr, on arrivera au moment de discuter si c'est nécessaire de faire le sperme du donneur. Mais voilà, ça va être toujours notre dernier désir parce qu'on comprend que le projet, idéalement, sera avec vos gamètes. Et bien sûr, si jamais on fait le sperme du donneur, on pourra donc potentiellement faire le matching génétique entre le candidat du sperme, du don et vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un spermogramme? On fait une évaluation de l'aspect général de l'échantillon. On révise donc pas mal de choses en général, mais surtout, c'est faire attention à la concentration et à la mobilité du spermatozoïde pour aussi voir quelle est donc la technique, la technologie plus indiquée pour féconder les ovules. Aussi, c'est important étudier l'analyse morphologique parce que même si sur un échantillon, on peut avoir millions et millions de spermatozoïdes, c'est très important confirmer que la morphologie, c'est bon et c'est suffisamment bien pour procéder avec la fécondation optimale. Donc aussi, on peut faire donc voilà, vous voyez ici donc l'analyse de spermatozoïdes, d'accord? Et donc comme je disais, c'est donc principalement la concentration et la mobilité, les facteurs principaux pour commencer à établir un diagnostic. On parlait avant de la morphologie. Alors, on peut voir une spermatozoïde en couleur marron tout à fait normal. Et après, on peut voir du problème à la tête, du problème à l'acrosome, du problème à la pièce intermédiaire ou du problème à la queue. Donc, il y a pas mal d'altérations. Et c'est vrai que c'est extraordinaire trouver un spermogramme avec la morphologie 100% normale. Donc, les dernières classifications de la Société mondiale, de la OMS, nous dit que avec minimum 4% des spermatozoïdes bien normales, d'excellente qualité, c'est déjà un spermogramme tout à fait normal. Donc, on ne doit pas se préoccuper s'il y a une morphologie de 5, 6, 4%. Par contre, s'il y a une morphologie de 0% de spermatozoïdes normaux, oui, on doit faire attention et étudier qu'est-ce qu'il passe. Ici, nous avons quelques mots pour bien comprendre, identifier des altérations sur le sperme. Donc, aspermia, ça veut dire absence totale de spermatozoïdes. On devra voir si on doit faire une biopsie testiculaire ou si par contre c'est nécessaire de faire le sperme du donneur.
Après la sténosospermie, que ça veut dire donc la mobilité inférieure à 32% de mobilité progressive. La azospermie, ça veut dire qu'il n'y a pas de spermatozoïdes. Hypospermie, que la quantité de sperme c'est inférieure au volume idéal du minimum 1,5 millilitre. Oligosospermie, c'est moins de 15 millions par millilitre de spermatozoïdes. Nécrosospermie nous dit du moins de 50% de spermatozoïdes vivants, donc ça fait plus de 50% de spermatozoïdes morts. La tératosospermie, c'est les mots pour dire altération à la morphologie supérieure à ces 4% que je viens de vous annoncer. Et leucocytospermie, c'est s'il y a donc une quantité de leucocytes plus élevée à ce qu'on considère normal. Analyse complémentaire, on parlait avant du Comet Fertility. Donc, c'est les tests de la fragmentation de l'ADN pour confirmer si à la tête de l'espermatozoïde, le matériel génétique, l'ADN, c'est bien. Les chromospermes pour identifier s'il y a des altérations chromosomiques sur votre éjaculat. Et aussi culture de sperme et d'urine, que si jamais il y a donc une volume bas de sperme, par exemple la hypospermie, s'il y a une asténosospermie importante comme une mobilité inférieure à 30%, on va vous recommander de faire cette étude pour exclure des altérations géniturinaires au niveau des infections que potentiellement avec un traitement antibiotique pourrait améliorer et nous donner de meilleurs résultats. Les Comet Fertility nous permet de faire un pourcentage par rapport à la simple bran et la double bran de vos spermatozoïdes et potentiellement discuter et recommander l'indication du zymote de type fertile. Les chromospermes sera plutôt pour discuter si ça va la peine de faire un diagnostic préimplantatoire et les cultures pour identifier si on doit vous donner des traitements antibiotiques. C'est très important pour nous, la fragmentation sur les contextes des échecs de FIV, sur les contextes d'incapacité de fécondation correcte, fausse couche à répétition, mauvaise qualité embryonnaire. Donc, par exemple, aujourd'hui, je parlais avec une femme, elle a eu déjà de fécondation in vitro, elle a pas mal des ovules, elle est jeune, mais par contre, elle prélève beaucoup des ovules, mais l'arrivée à blastocyste des embryons J5, c'est pas excellent, c'est assez faible. Elle a déjà transféré 4 embryons en total, 4 blastocystes, et son époux est donc fumeur de 30 cigarettes par jour. Alors donc dans ces cas-là, on recommande pour tout le monde, mais dans ces cas-là, c'est impératif avant de faire plusieurs FIV, plusieurs transferts, c'est étudier la fragmentation de l'ADN et voir si c'est tout à fait normal ou s'il y a des altérations à la bran simple ou à la bran double. Si nous avons une altération de la fragmentation supérieure à 60% de la fragmentation simple, normalement, on va vous conseiller des traitements antioxydants pour améliorer sur les prochains cycles de création de spermatozoïdes qui prend 3 mois pour essayer d'améliorer cette donc, qualité de fragmentation de l'ADN. Aussi, on va vous conseiller d'améliorer votre style de vie, on va vous faire attention sur les tabacs, réduire l'alcool. Et si par contre c'est la fragmentation de l'ADN double altérée, on va vous recommander faire donc la technique Zymote chez Fertile pour essayer à faire une meilleure sélection par mobilité microfluide sur cette caméra à l'image du spermatozoïde avec une fragmentation plus faible. Au niveau de traitement, a priori, les antioxydants fonctionnent pas très bien sur la
fragmentation double. Et par contre, c'est la curcuma qui travaille très, très bien. Et on va vous donner donc cet pré-traitement 2-3 mois avant de venir pour nous donner le sperme en frais. Le chromosperme permet d'évaluer les contenus chromosomiques de vos spermatozoïdes. Donc, sur les cas complexes des patients avec un bon pronostic, mais qui par contre n'arrivent pas à implanter, peut-être pour étudier bien les facteurs masculins, on peut demander ces tests. Et c'est un moyen rapide et efficace pour détecter des altérations chromosomiques qui peut nous donner un problème au niveau fausse couche ou au niveau des échecs. Si jamais on vous recommande de faire en sélection du donneur de sperme parce qu'on considère que la probabilité avec vos spermatozoïdes c'est donc très bas, on va sélectionner le meilleur candidat de notre propre banque. Nous sommes la première clinique à Madrid à avoir nos propres banques de sperme. Ce sont des donneurs toujours avec anonymat, moins de 35 ans. Et la loi espagnole nous dit qu'on devra sélectionner les candidats par rapport aux caractéristiques physiques les plus similaires possibles. Aujourd'hui, j'ai eu un bébé d'une couple qui a eu les bébés grâce à don. Et donc, la couple me disait qu'il était extraordinairement surpris et tout le monde de la ressemblance avec eux, même si c'était avec une donneur. Donc, le processus de sélection va se faire par notre équipe de don. Et on va aussi nous faire attention avec la technologie Phenomatch. La technologie Phenomatch, c'est un système de l'ordinateur qui nous permet de sélectionner par rapport à la physionomie le meilleur ressemblance entre vous et les possibles candidats de sperme. Alors, toutes ces analyses qu'on vient de parler, on pourra le faire et on pourra avoir le meilleur diagnostic pour avoir donc une approche les plus individuelle à votre traitement. Merci de votre attention. J'espère vous avoir aidé et maintenant, on pourra passer à répondre à vos questions et vos doutes. Merci, Dr Garcia. C'était très intéressant, très complet et très intéressant. Alors, on a reçu quelques questions par mail. Si jamais il y a d'autres questions des personnes qui sont présentes là ce soir, profitez-en surtout, écrivez-les bien dans le chat. Si vous avez une question par rapport à votre situation personnelle ou voilà, juste besoin d'informations, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Alors, en attendant, de voir s'il y a d'autres questions, je vais poser celles qui sont déjà arrivées. À quoi correspond le test FISH du sperme? Excellente question. Alors, le test FISH, c'est similaire à ce que je viens de dire aujourd'hui, le chromosperme. C'est le chromosperme. Exactement. Et c'est un test sur les spermatozoïdes. Donc, on a besoin d'un échantillon de sperme. On va identifier des possibles altérations chromosomiques aux spermatozoïdes pour voir potentiellement si un diagnostic préimplantatoire pourrait nous aider et pourrait donc nous bénéficier par rapport à la sélection embryonnaire. Donc, c'est toujours donc une test que par contre, c'est assez cher. Et dans le cas où on veut faire directement un diagnostic préimplantatoire, a priori, c'est pas donc fortement conseillé et c'est donc des indications très claires. D'accord. C'est combien le coût à peu près d'un test Je dirais que c'est environ 500 € ou plus. D'accord. Ok.
Ok, ensuite, deuxième question. En cas d'asténozoospermie, que peut-on faire en tant que patient pour améliorer la qualité du sperme? Vous avez parlé de curcuma, j'ai noté. Exactement, Est-ce qu'il y c'est a d'autres choses incroyable. Ouais. Pour la sténosospermie en concret, si c'est une asténosospermie assez forte, on doit bien exclure des possibles infections que potentiellement avec le traitement antibiotique peut se corriger. Euh, Sinon, alors a priori, si c'est juste une asténosospermie, mais c'est pas une altération de la fragmentation, avec la méthode XI générale, ça devra donc fonctionner. Parce que voilà, si les spermes sont bons, les spermatozoïdes sont bons, on doit juste donc les sélectionner et le mettre à l'intérieur de l'ovule pour améliorer la capacité de fécondation. D'accord, ok. Et en termes d'hygiène de vie, alors j'imagine, hein, vous avez parlé de ce patient qui fumait 30 cigarettes par jour. Est-ce que, mis à part les évidences comme celle-ci, au moins diminuer la consommation de tabac, est-ce qu'il y a d'autres choses en termes d'hygiène de vie que, je ne sais pas, en termes de Mais sport, d'alimentation normalement, on recommande de faire donc une vie le plus salubre possible, c'est-à-dire donc arrêter le maximum les tabacs, diminuer le maximum café, thé, Coca-Cola, parce qu'il y a pas mal de patients qui prennent 5 ou 6 cafés par jour. Après aussi, donc, faire donc, une diète abondante en légumes, fruits et donc pas de fast-food. Et aussi essayer à améliorer donc voilà la qualité avec des antioxydants, curcuma et faire sport 2-3 fois en semaine et voilà faire une éjaculat donc assez fréquente pour rénover donc la fabrication de spermatozoïdes, la reproduction, tout le minimum de 3 jours pour améliorer la capacité de rénover les spermatozoïdes. de régénération? Ok, d'accord. Est-ce que l'acupuncture, par exemple, ça peut aider dans les cas d'asténosospermie ou autres cas d'altération du spermogramme? Alors, l'acupuncture, c'est voilà très important dans beaucoup de systèmes, mais par contre, l'évidence scientifique, c'est pas clair. Donc, pour mes patients, je dis écoutez, si vous pensez que la donc acupuncture vous va bien, vous fonctionne, vous croyez dans cette technique, pourquoi pas? Parce que ça sera pas toujours un impact, donc ça serait jamais un impact négatif. Mhm. Mais voilà, c'est pas, on va dire donc le principal traitement. C'est plutôt essayer à donc exclure des possibles altérations et essayer donc à améliorer la qualité avec une hygiène de vie et donc les compléments alimentaires des antioxydants et curcuma. Ok, d'accord. Euh, alors, dernière question. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les poser, hein, mais la dernière pour le moment. Quels avantages à passer par l'Espagne en cas de mauvais spermogramme ou en cas de mauvaise fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes et quelles sont les différences avec la France? Ça, c'est intéressant. Oui, c'est une très bonne question, merci. Donc voilà, notre clinique a des laboratoires donc très donc modernes avec les dernières technologies, avec le meilleur apparatage qui nous permet tout essayer à donc trouver le meilleur spermatozoïde et procéder à créer les meilleurs embryons. Donc en termes de sperme, on peut faire donc des technologies qui sont pas donc offrées en France, comme par exemple le Zymote ou les spermes slow. Les spermes slow, on les fait toujours sur la fragmentation simple, altérée et des patients qui n'ont pas donc beaucoup de concentration et mobilité. Et c'est donc une sélection par rapport à la maturité des spermatozoïdes. Et par rapport aux zymotes, les types fertiles, c'est une sélection surtout pour les cas de fragmentation double altérée.
et pour des patients qui ont donc des fausses couches à répétition à chaque implantatoire. Et c'est donc une technologie microfluide pour sélectionner les meilleurs spermatozoïdes avec moins fragmentation qui ont donc mouvement le mieux possible. Et après, donc nous avons une grande expérience avec l'incubation. On peut faire pousser des embryons pas mal jusqu'à J5, avoir donc un meilleur résultat que par rapport à des autres cliniques qui peut-être n'ont pas le même appareitage, le même donc voilà technologie. Et surtout, la principale différence pour moi, c'est les diagnostics préimplantatoires, que c'est possible de faire ici en Espagne, à Madrid. Et donc, chez nous, nous avons des grands experts qui peuvent faire donc la biopsie de l'embryon chez nous. Donc, une propre équipe et donc voilà qui fait la biopsie et on le fait donc dans notre installation. Ok, d'accord. Et donc du coup, tout ça fait que les résultats en Espagne sont effectivement meilleurs qu'en France. Exactement, on dirait qu'on peut donner toutes les chances à chaque patient pour avoir donc la probabilité plus forte et surtout avec les moins temps possible. Donc, nous avons pas mal de patients qui ont eu donc pas mal de échecs et qui après ont découvert donc une adénomyose à l'utérus par exemple qui n'était pas découverte avant ou un système immunologique très fort à la femme avec par exemple une donc réceptivité, un récepteur KIR agressif, le AA, qui fait que on doit donc donner des traitements complémentaires pour essayer d'abaisser ce système immunologique plus agressif pour l'embryon. Et donc le même pour les spermatozoïdes. Par exemple, je viens d'avoir une patiente qui donc a une translocation. C'est donc une altération génétique qui donc disons, il y a un interchangement du matériel génétique entre un chromosome et autre. Et donc, cet homme avait donc une quantité spermatozoïde très, 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 très faible. Et voilà, dans leur pays, il n'y avait pas la possibilité de créer des embryons. Il y avait donc une longue stérilité. Mais par contre, par rapport à la religion, il n'acceptait pas changer à don de sperme. Donc, on a procédé à faire le cycle de l'estimulation à la femme et peu à peu, on a pu donc récupérer à chaque spermatozoïde 3-4 spermatozoïdes. Les restes des ovules étaient donc congelés et on a pu donc créer pas mal d'embryons pour avoir donc l'opportunité le mieux possible. Et après, on fait sur ces embryons-là, on fait le DPI. Exactement. Le diagnostic génétique des embryons. Okay. Comme il y avait la translocation, donc avec ces cas en concret, il y a donc un risque plus élevé d'altération chromosomique. Donc, on veut nous rassurer le mieux qu'il n'y aura pas donc en fausse couche ou un échec. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais. Échec d'implantation ou, encore plus douloureux, une fausse couche. Ouais. Tout à fait, parce que voilà, notre objectif, comme voilà, vous-même et pour les patients, c'est avoir donc un bébé né en bonne santé. Exactement. Tout à fait. Ok, bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter par rapport à tout ça. Non, donc c'est juste comme résumé que si jamais vous avez eu des échecs dans ce voilà de clinique précédemment, pourquoi pas nous consulter et réviser s'il y a donc un problème sur le sperme que c'est pas évident à pouvoir diagnostiquer et pouvoir améliorer les résultats, pouvoir donner donc le meilleur espoir dans le prochain cycle de fécondation in vitro. C'est vrai, comme vous disiez au début, que finalement, on s'intéresse tout de suite de très près aux analyses de la femme, mais pas toujours tout de suite à celles de l'homme. Et en fait, c'est à peu près les mêmes pourcentages, non? En cas d'infertilité, il y a autant d'infertilité qui sont liées à un facteur masculin
qu'un facteur féminin. Donc, c'est important de vérifier les deux. Exactement. Donc, pour être honnête, j'ai l'impression qu'en général, donc, toutes les l'évidence et tous les experts, on se concentre pas mal sur quantité, qualité des ovules, l'âge de la femme. Mais par contre, comme l'ICSI a eu donc une révolution sur la PMA, on pense que, voilà, n'importe pas de spermatozoïdes peut nous donner de bons résultats. Alors oui, c'est une méthode révolutionnaire, mais pour essayer aussi à les patients à donner le maximum avec ses propres gamètes, pourquoi pas faire attention à le sperme, à la fragmentation, et pour essayer à mettre toutes les chances de notre côté pour essayer d'avoir une fécondation correcte, un embryon de bonne morphologie et génétiquement bien pour pouvoir donner un bébé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok, je regardais s'il y avait d'autres questions, mais il n'y en a pas d'autres. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents et merci, Dr Garcia, d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir fait cette présentation qui était très intéressante. Donc, si jamais il y a d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas à les poser directement auprès de nous ou auprès de la clinique par mail. Et n'oubliez pas donc que la présentation sera disponible demain en replay. Voilà, merci beaucoup. Très bonsoir à tout le monde. Merci, bonne soirée à tout le monde et bel été. Exactement. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.